Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marée. Ce soir, dernière partie de votre émission bilan sur la saison 2020-2021, toujours accompagné de Benoît Donquel et François Manoury. Retour sur la coulisse de la possible vente, rapport entre le club et les médias suiveurs, projection sur l'intersaison, ainsi que votre rubrique Activez-vous seront entre autres au menu de cette dernière. Restez bien jusqu'au bout, nous aurons des mots tout particuliers à votre attention. Installez-vous bien et montez le son. Les activistes bilan partie 3 commence maintenant. Benoît, on va rebondir maintenant sur les articles que tu as pu publier dans Paris-Normandie. J'ai envie de dire, j'étais prêt à dire Havre Libre en bon souvenir. Havre Libre et seulement Havre Libre, monsieur, s'il vous plaît. Je ne me serais pas vexé, loin de là. Non, je n'en doute pas un instant. Selon ce que tu as pu entendre de différents côtés, Benoît, qu'est-ce qui va se passer dans les coulisses? Est-ce qu'on va avoir un jeu de trône qui va un peu pourrir le milieu de saison? Est-ce que Vincent Volpe va venir mettre un gros coup de poing sur la table des actionnaires? Ou est-ce que chacun va camper un peu sous ses positions en se regardant en chien de faïence et en restant sur chacune de ses susceptibilités potentielles qu'il a pu entendre vis-à-vis du discours qu'il a pris en face de l'autre? Je crois qu'il n'a pas besoin de taper sur la table face aux actionnaires. Il est actionnaire à plus de 90%. Donc de toute façon, ce que lui décide, c'est ce qui se passera. Les 10% d'actionnaires minoritaires n'ont finalement pas grand-chose à dire. Voilà, on leur a demandé de rester au moment de la vente du club. Ils sont restés parce que pour la plupart, ils aiment ce club et ils sont pas restés pour se faire de l'argent. On sait que de toute façon, dans ce milieu-là, quand on est actionnaire d'un club, c'est rare, vraiment très très rare de se faire de l'argent. Maintenant, ils n'avaient pas non plus envie d'en perdre autant parce qu'en l'état, l'action ne vaut plus grand-chose. Après, concernant la vente du club, voilà, je sais que Vincent Volpe dément. Je vais juste vous raconter juste une petite coulisse. L'équipe sort le sujet, enfin la grosse brève le mardi, et moi le lundi, fait du hasard, de deux sources totalement différentes, donc la veille, j'ai cette info, de deux sources différentes, du milieu du foot, mais d'horizons différents. Voilà. Donc, je fais juste une pause, Benoît. Ça s'appelle recouper l'information pour certains qui te chamaillent un petit peu sur les réseaux. Fermez la parenthèse. Oui, parce qu'on parle pas, d'un contact avec un attaquant qui joue à Villefranche-Beaujolais. On parle quand même de la vente du club. C'est le Havre, ce sont des salariés, etc. Ma première source est très honnêtement très très fiable. Mais il me faut une deuxième source. J'ai cette deuxième info. Voilà, quand j'appelle cette personne-là, on me dit ah, tu as l'info aussi. Donc, le fait est qu'on me donne quelques chiffres, et puis je me dis ces chiffres, je les ai notés comme ça, à la va-vite, etc. Je dis il faut que je me pose le soir quand même pour détailler un petit peu ça. Demander deux trois infos parce que je suis pas un financier, mon banquier le saurait. On me donne tout ça et voilà, je suis prêt, mais l'idée c'est pas de sortir trois lignes sur internet, même si maintenant c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas ma façon de faire. Et le lendemain matin, je vois dans l'équipe cette fameuse brève. Donc comme je les connais un petit peu quand même à l'équipe, je me renseigne. Le fait est que ils ont cette info d'une source également différente des deux miennes. Ça commence à faire beaucoup. Donc on sort le sujet et arrive ce premier communiqué de Vincent Volpe qui dit ne pas vouloir quitter la présidence. C'est pas parce qu'on vend son club qu'on quitte la présidence tout de suite. Ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Nancy, ça a duré 2-3 ans, je crois. Mais sur ce premier communiqué, il ne dément pas du tout la vente du club. Voilà, il y a rien qui indique que le club n'est pas à vendre. Et arrive ce sujet sur les actionnaires, et là, un deuxième communiqué tombe
il dément la vente du club. Alors qu'en interne, de ce que je crois savoir, il n'y a pas eu de mail envoyé aux salariés pour les rassurer, pour dire que le club ne serait pas à vendre, etc. Voilà. Et ensuite, Benoît, tu es en train de dire qu'il y a eu un mail qui est parti du hack à destination des extérieurs, comme Florian nous l'avait dit, vu que lui, il est abonné et il l'a reçu, mais qu'il n'y a pas eu de communication interne à ce sujet. Moi, j'ai pas eu d'écho. Alors, depuis, le président Volpe est rentré au Havre. Peut-être qu'il a communiqué, qu'il a communiqué dans ce sens. Hein. Mais les premiers communiqués reçus, le premier, il n'y a rien qui dément la vente du club. Voilà, c'est comme ça. On m'a de nouveau confirmé qu'il discutait en exclusivité avec d'éventuels repreneurs. Alors, exclusivité, c'est un peu comme quand vous vendez votre maison. Hein. Il y a une agence immobilière qui a d'exclus. Vous ne pouvez pas la mettre ailleurs. Là, il y aurait des discussions avec des repreneurs en exclusivité. D'autres attendraient derrière, voilà, pour savoir un petit peu, pour prendre la température. Voilà, ça ne veut pas dire que le club va être vendu dans le mois qui vient, ou même dans les 6 mois, ou même dans l'année qui vient. Hein. D'autant que si les chiffres, ça, pour le coup, j'ai pas eu de confirmation, si le chiffre de 15 millions d'euros venait à être confirmé, ça me paraît quand même beaucoup. Sachant que le club n'a quasiment pas d'actifs, si ce n'est ce qu'il y a sur le terrain, et ça ne vaut pas 15 millions d'euros pour le moment. Donc on en est là. Le président communique à Foot Normand, mais nous rien du tout. Donc on est dans l'attente. Romain, pour toi, suite à ce que vient de dire Benoît au niveau de la suite, est-ce que c'est pas une des pires manières de préparer une intersaison, d'avoir tous ces dossiers sur le feu, et ça ne respire potentiellement pas la sérénité? Ouais, il a essayé de rattraper tout ça effectivement dans Foot Normand. On l'a lu dans la longue interview qu'il a donnée à Foot Normand. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Au niveau de la com, j'ai vraiment beaucoup de mal à le suivre. Je sais même pas si j'espère que le club va être vendu ou pas, ou si j'espère que Volpe reste, je sais pas. Ce que je veux, moi, c'est un second souffle. S'il reste, ça fait 6 ans qu'il est là, il est temps d'amener quelque chose, parce que pour l'instant, voilà, l'équipe n'a fait que s'affaiblir. Donc là, il est temps de trouver quelque chose qui va amener un second souffle à sa politique, puisque force est de constater que sa politique, pour l'instant, n'a pas fonctionné. Mais voilà, c'est pas pour autant que je souhaite qu'il parte. Moi, comme je l'avais dit, je le prenais pour quelqu'un plutôt de fiable. Et puis j'étais content quelqu'un qui était attaché au Havre, etc. Et je pense que pour l'instant, on est en face d'un énorme gâchis, qu'on aurait pu faire largement autre chose. Et que pour l'instant, c'est du gâchis. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je veux qu'il parte. François, pour toi, qu'est-ce que s'annonce au niveau de cette intersaison? Comme je disais à Romain, ça respire peut-être pas la sérénité. Et est-ce que surtout on va avoir dans les mouvements de joueurs la possibilité justement de renforcer l'équipe? On va être dans une période qui va être un peu déflationniste au niveau des salaires, mais est-ce qu'il y a moyen justement d'avoir des opportunités de reconstruire quelque chose et d'avoir enfin quelques recrues qui vont nous permettre d'améliorer cette équipe pour peut-être pas monter parce qu'on part quand même de loin, mais au moins être un peu plus serein et voir un peu plus de jeu, ce qu'on appelait nous de nos voeux tout au long de la saison, car on l'a eu trop peu souvent. Alors avant de répondre à la question, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur la com du club. Moi, ça m'interpelle quand même. J'ai beaucoup d'affect pour Foot Normand, pour Mathieu Biot, mais je ne comprends pas la stratégie du club. Il y a 2 médias, et je ne veux pas nous mettre en avant, mais il y a 2 médias qui suivent régulièrement sur toutes les rencontres du HAC, Paris Normandie, France Bleu. Ces médias-là ont sollicité Vincent Volpe pour le faire réagir, pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse clarifier les choses. Il ne l'a pas fait. Il le fait avec Foot Normand, qui, avec tout le respect que j'ai pour Foot Normand, reste assez confidentiel. Hein.
D'ailleurs, vous avez été tous à réagir pour savoir où on peut trouver l'interview, etc. C'était un petit peu compliqué. Et tant mieux pour Foot Normand. Moi, je n'ai aucun grief envers mes confrères, bien au contraire. Mais je ne comprends pas la stratégie de communication. Et pour rebondir par rapport à la question, bah, je suis un petit peu paumé, parce que finalement, Vincent Volpe, comment il gère sa communication, quelles sont ses volontés, qu'est-ce qu'il compte faire précisément, je n'en sais rien. Moi, j'ai envie de dire non. La saison prochaine, le Hack ne sera pas armé pour jouer les premiers rôles. Non, le Hack ne va pas avoir des recrues miracles, parce que recruter malin, si le Hack savait faire, on le saurait déjà depuis un petit moment. Il y a tellement de choses qui restent en suspens. Est-ce qu'on va signer Bonnet? Est-ce qu'on va signer Mahmoud? Est-ce qu'on va signer Mayembo? Voilà, ce sont déjà des sujets prioritaires, et on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, si on me demande mon avis, Mayembo, faut le garder. Bonnet, faut le garder. Mahmoud, pourquoi pas? Mais après, il y a des stratégies qui m'échappent, il y a des agents, il y a plein de choses qui m'échappent complètement sur la réalité financière du Hack. Et ce qui me gêne, c'est que il n'y ait pas cet échange collectif avec tous les médias pour qu'on puisse chacun poser les questions qu'on a envie de poser au président Vincent Volpe, qu'il puisse nous répondre avec ses réponses. Hein. Il est suffisamment businessman pour répondre. Didier Deschamps, il l'a très bien fait hein, hier avec Benzema. Hein. Quand il n'a pas envie de répondre, il répond pas. Mais par contre, il y a des journalistes devant lui pour lui poser des questions. Vincent Volpe, il ne le fait pas. Il le fait en catimini, il le fait en face cam, avec ses On va en parler comment on du appelle ça, PowerPoint, t'en fais pas. le PowerPoint. Avec Merci, Florian, Romain. tu as un grand j'attendais amoureux que du ça. PowerPoint qui l'attend avec impatience pour savoir s'il va avoir quelques petits points rouges cette année. Florian, vu que tu as la parole, tu peux enchaîner toi aussi par rapport justement à ce que viennent de nous dire justement Benoît et François. Donc c'est-à-dire ce non face à face avec la presse locale spécialisée sur le hack. Et effectivement, on va parler du jour. On pense presse au hack, nous les supporters à vrai, on va penser France Bleu Normandie et presse Avraise. Et effectivement que le Big Boss s'exprime sur Foot Normand, effectivement c'est un canal de communication. Et déjà Foot Normand avait eu l'interview de Paul Le Guen avec Pascal Duprat, dans lequel il disait qu'il serait fier si l'équipe se maintenait, ce qui là aussi avait déjà fait grand bruit à l'époque, juste avant le derby. Et est-ce que on peut justement continuer comme ça dans cette communication qui, toi, je sais, tu le sers et que tu as envie d'avoir juste un discours de vérité. Et quand on a relu l'interview de Foot Normand, mais Vincent Volpe ne regrette rien du tout. Il dit clairement sa seule erreur, c'est de pas être monté en Ligue 1, mais tout le reste, en gros, il n'y a pas eu d'erreur. Et moi, je pense que, alors je connais pas le média Foot Normand, je juge pas, mais je pense alors esquiver c'est un grand mot, France Bleu et Paris Normandie, parce que je sais et je sens qu'il va se faire bouger en interview. On va lui poser des questions qui vont le mettre dans une position où soit il va bégayer, il va répondre à côté de la plaque, ou il va faire une boulette. Alors déjà, il fait des boulettes en étant à l'aise, donc j'imagine même pas s'il se fait bousculer. Et je pense que c'est ça. Et comme on l'a si bien dit, moi j'attends qu'une seule chose, c'est ce PowerPoint. Parce que le premier PowerPoint, je me suis dit, tiens, c'est original d'une manière de communiquer avec les supporters, et c'est intéressant comme approche. Au deuxième PowerPoint, j'ai commencé à me mettre en question, je me suis dit, mais qui vérifie la véracité de ce qu'il nous dit? Parce que c'est bien beau de mettre des points verts sur certains trucs, mais moi aussi je peux mettre un point vert sur les recrues, c'est nickel, je vais mettre un point vert. Alors que ça se trouve derrière, c'est pas le cas. Donc nous, il nous avait mis un point orange sur les recrues. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il va communiquer pour être sûr de pas être embêté. Son PowerPoint, il va faire une vidéo, il va la mettre sur le compte YouTube du Hack,
et personne pourra lui répondre. Il y aura que dans les commentaires, mais je pense même pas qu'il les lise les commentaires. Et ça se trouve, ils seront même désactivés. Donc, c'est ça en fait qui me gêne avec Volpe, c'est que j'ai cette sensation qu'il n'a pas envie il veut pas aller au conflit, et il a une vision, c'est la sienne, et on peut pas la remettre raison. Et après cette saison, de redire on vise la Ligue 1, je pense que toute personne sensée, je vais reprendre les termes que j'avais donnés à Tendance Ouest. Ce serait indécent. Ce serait indécent de parler de monter en Ligue 1 après la saison qu'on vient de passer. Il faudrait déjà juste qu'on fasse une saison entre 7 et 10, mais pas comme on aurait pu faire là si on avait pris un point de plus, où fondamentalement ça n'aurait pas changé grand-chose, mais au moins un peu de jeu, quoi. Un peu de jeu, un projet de jeu et moins de tâtonnement, un peu plus de certitude. Et si on met plus de jeunes et qu'on assume qu'ils fassent des erreurs, soit, mais au moins on le sait. Au moins on le sait, on assume et peut-être qu'on foutrait pas du pognon en l'air justement sur des vieux chevaux sur le retour. Nous au Havre, on ne sait pas relancer les joueurs. Sur tous les paris qu'on a fait ces dernières années, combien on réussit? Nous, on sait pas faire. À l'inverse, à Caen, ils réussissent souvent. Ils réussissent souvent à relancer des vieux sur les dernières années. Ils en ont relancé pas mal et ça a marché plutôt pas mal jusque-là. Bon, forcément, ça a un peu échoué cette année, mais à Caen, ils réussissent mieux. Nous, on n'y arrive pas. Qu'on arrête de partir dans des choses là. On a dépensé beaucoup d'argent dans des profils qui au final se sont révélés des échecs parce qu'au final, il y a eu trop d'argent qui a été dépensé sur ces joueurs-là pour qu'on puisse ensuite considérer qu'il y a eu une plus-value substantielle à l'équipe. Bon, maintenant, avec moins d'argent, il va falloir faire malin. Alors, c'est sûr que entre les prétentions des joueurs qui vont sûrement croire ce que leur dit leur agent, parce que leur agent aussi, la rémunération de l'agent est basée sur les salaires, donc forcément l'agent veut pas que son joueur gagne moins, parce que lui il gagne moins aussi, mais la réalité va en rattraper beaucoup, et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir le réseau. Mais si on attend juste d'avoir la liste des joueurs libres de l'UNFP, c'est pas ça un bon réseau de recrutement. Donc est-ce qu'on va réussir à piocher suffisamment dans la KV pour avoir des joueurs? Vu qu'en plus on n'a pas eu la saison de CFA pour juger des jeunes, ça va être compliqué de savoir leur vrai niveau en conditions réelles. Et ensuite, pour tous les joueurs qui ont été sur le coup, on va essayer de choper les bonnes affaires. Il y aura peut-être ici là 1 ou 2 joueurs potentiels à prendre dans des équipes plus en difficulté et essayer de faire monter tout ça. Est-ce que ça suffit pour faire un bloc cohérent l'année prochaine? Ça veut dire encore un nouveau groupe? Je n'en sais rien. Après, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment le souhait, et il y en a, sur ces souhaits, je n'y crois pas. Évidemment, la première, la base, c'est un environnement sain, que ce soit extra sportif et aussi sur le terrain. Je te demande pas d'être premier, mais qu'il n'y ait pas d'embrouille, qu'il n'y ait pas de quelque chose qui pollue, que ce soit un joueur, un comportement ou à l'extérieur de l'effectif par rapport à la vente, par exemple, qui puisse polluer l'équipe du jeu, parce que on va pas se mentir, on s'est fait chier cette saison, quasi totalité des matchs. Moi, j'ai déjà un peu plus de goût quand je suis au stade. Avec l'ambiance, on peut y aller, mais des fois derrière la télé, tu fais punaise. Puis quand t'as des gros matchs à côté, tu fais heureusement que je suis fan du HAC, parce que sinon je serais pas là. Et enfin, pour finir, je n'y crois pas non plus, c'est de faire un peu plus confiance aux jeunes. Ça a marché à Toulouse. Alors certes, je compare pas l'effectif qui est plus qualitatif ou l'autre. Je me souviens qu'au début de saison, Toulouse, c'était une catastrophe. Les résultats, c'était horrible. Et par la suite, ça s'est mis en place. Il y a eu des jeunes, un peu de moins de jeunes qui sont arrivés. Ça a goupillé, ça a fini 3e. Je te demande pas à finir 3e, je te demande pas non plus à finir premier ni top 5. Mais si au moins on commence à poser des bases d'un projet qui... Alors moi, j'aime pas parce que j'ai l'impression que c'est que ça, des projets de 2-3 ans. Mais commencer quelque chose, parce que là, en fait, j'ai la sensation que on vit au jour le jour et on vit pour passer l'année et on verra l'année d'après. Et ça, malheureusement, c'est un peu embêtant, quoi. Moi, j'ai la sensation qu'il n'y a pas cette passerelle entre le centre de formation et l'équipe pro. Ça dure depuis quelques années. Il y a des clivages, il y a des égos entre
le centre de formation, l'équipe pro. On a voulu tout rapprocher au Stade Océane pour avoir le centre d'entraînement à proximité du Stade Océane. Mais malgré tout, le centre de formation, il continue à vivre à la KV. Et il n'y a pas ce lien-là, il n'y a pas cette volonté. Je ne sais pas si c'est une question de volonté ou si c'est une question de personne pour mettre les bons rouages pour que ça puisse communiquer de façon cohérente, dans une harmonie, dans une vraie politique sportive. Et moi, c'est ça que j'aimerais voir, peut-être naïvement, hein. Je dis pas que ça marchera, mais qu'il y ait cette vraie fibre entre, voilà, on le sait bien, le club vit sur la vente de ses jeunes depuis des années et des années. S'il n'y a plus ces jeunes pour les intégrer, pour les faire progresser, pour ensuite les revendre et maintenir à flot à peu près les finances, cet équilibre financier, il est complètement perdu. S'il n'y a pas cette véritable volonté sportive, politique, humaine, de mettre le centre de formation avec l'équipe pro, ça, pour moi, c'est là où ça peut achoper. Mais déjà, là, il y a deux soucis actuellement. Le souci, c'est les relations entre Paul Le Guen et François Rodriguez qui sont pas au beau fixe, même si ça va un petit peu mieux. C'est quand même tendu depuis plusieurs mois, voire depuis quasiment 2 ans. Et l'autre souci, c'est qu'il y a eu un trou générationnel et que là, les jeunes qui vont sans doute devenir très très bons sont encore bien trop verts pour jouer en Ligue 2. Et là, il va falloir essayer de faire en sorte de combler ce trou. C'est pour ça que les Mbemba sont arrivés, les Cornets sont arrivés, les Alioui sont arrivés, donc des paris pour combler un petit peu ce vide générationnel. Et il va falloir également que quelqu'un réunisse Paul Le Guen, François Rodriguez, pour qu'enfin il y ait des relations, je dirais un peu plus, je vais pas dire intelligentes, parce que ce sont 2 personnes très intelligentes, mais des relations qui font que le club avance, parce que le HAC sans son centre de formation n'est plus le HAC. Voilà, donc il va falloir apaiser un peu les relations entre les pros et la formation. Mais comme tu le dis, on fait venir Dina Mbimbe, un joueur prêté par le PSG, il a quoi, 20, 21 ans. On fait venir Nabil Alioui. Ouais, moi, ces joueurs-là, ils ont du potentiel, hein. Je ne remets pas ça en cause. Est-ce qu'ils ont un meilleur potentiel que nos jeunes du centre de formation? C'est là où je m'interroge. Pourquoi on fait venir peut-être ce qu'on a déjà sous la main, en fait? Je pense que Paul Le Guen estime qu'ils sont pas au niveau. Et preuve en est, récemment, ils ont mis quelques joueurs laissés, un jeune de Monaco, un jeune de Lorient et un jeune de Nantes. Voilà, oui, des gamins de 20-21 ans. On en a parlé, Dina Mbimbe, la saison dernière. Ah oui, bon, oui, mais moi, je suis pas fan. Alors, moi, j'ai pas été aussi catégorique que toi sur ses performances, sur ses trucs. Mais effectivement, est-ce qu'il a apporté plus qu'un jeune du centre? Un Elias Mahmoud, parce que il est intéressant, ce garçon. On le fait venir de Châteauroux. Il y a eu beaucoup de malentendus, d'incompréhension par rapport au parcours de ce jeune garçon. Il est arrivé au HAC en provenance de Châteauroux l'été dernier avec un contrat stagiaire. C'est pas un bézo de la KV. Ah non, du tout. Ben oui, mais donc on court-circuite quelque part toute cette politique de formation. Ouais, et il y a aussi un autre souci, c'est que le centre de formation a énormément de mal à sortir de très bons joueurs offensifs. On sort beaucoup de défenseurs, beaucoup de milieux défensifs, attaquants et excentrés, on n'en sort pas beaucoup quand même. Et ça, là aussi, il y a quelque chose à travailler. Parce qu'il manque Jean-Michel Lesage au centre de formation. C'est possible. On milite, on fera revenir tous les vieux, il n'y a pas de souci. Romain, d'ailleurs, tu as pris la parole, donc tu vas la garder. Arrive le moment de ta séquence fétiche. Les auditeurs ont pris la parole pour nous expliquer et nous donner leurs sentiments sur la saison. Activez-vous, c'est parti.
Romain, pour le dernier Activez-vous de la saison, est-ce que nos auditeurs internautes ont eu autant de talent qu'à l'accoutumée? Oui, bah, ils ont plutôt livré leurs sentiments sur la saison, mais je vais commencer par Roméo Clos qui nous dit saison pas en phase avec l'objectif. Bon, ça, c'est sûr. Un gros gâchis car un effectif qui peut taper le milieu de tableau à l'aise et qui se retrouve à jouer le maintien avec une pauvreté que je n'avais encore jamais vue dans le jeu. Communication du club à la ramasse. Bon, je pense que ça résume bien un peu tout ce qu'on se dit. Ce qu'on a dit. Depuis tout à l'heure, je vais partager les réactions de Polo LH qui nous dit saison très éprouvante, sûrement la plus éprouvante que j'ai vécue en 22 ans de supporterisme. Une première partie de saison très médiocre en termes de fond de jeu, mais paradoxalement assez bonne en termes de points, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dégradation des résultats en fin d'année civile qui va de pair avec une dégradation des prestations. De décembre à mai, la saison n'a été qu'un long chemin de croix. Au vu de notre niveau affiché, je ne sais pas comment on a pu mettre 5-6 équipes derrière nous. C'est qu'elles étaient encore plus dans la panade que nous. Il suffit de voir ce qui s'est passé du côté de Venoy où ils se sont fait très 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 peur. Je pense même encore plus que ce que nous on avait pu connaître il y a 15 ans. Donc ouais, c'est sûr que ça a été une saison quand même un peu spéciale au niveau de la Ligue 2. Quand on a vu, il y a pas mal d'équipes qui ont fait des montagnes russes au niveau du classement. Quand on voyait où était Guingamp, où était Nancy quand ils viennent chez nous, moi j'étais prêt à dire, mais si on les bat et ils descendent, c'est bon, c'est terminé. Et l'équipe de Jean-Louis Garcia qui a fait qui nous a dépassé, mais une vitesse folle. Guingamp dans la dernière ligne droite qui fait pareil. Donc ça a été très spécial cette année. Quand on voit ce qui se passe à Guingamp et à Nancy, moi j'envie pas ces clubs-là. Hein. C'est le bordel sans nom à Guingamp et à Nancy. Je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Nancy a été repris de toute façon par son nouveau actionnaire, donc on verra comment ça se passe. Et effectivement, par contre, oui, Guingamp, mon seul regret, c'est de ne pas avoir misé ma maison sur la victoire du HAC à l'aller, parce que j'ai dit, l'effet Bazdarevic, ça a été violent, ça n'a pas loupé, défaite 3-1, donc je me suis dit, c'est juste mon seul regret de la saison, parce que effectivement, depuis le départ de Noël Le Graët, c'est le boxon. J'enchaîne avec une réaction du cousin de Jamal qui s'appelle Gémal Thierry. Et qui nous demande si la saison avait commencé. Silhac 76 qui nous dit une saison difficile, mercato loupé avec des joueurs qui sortaient de saison sans jouer, les pistes pour remplacer Tino qui n'aboutissent pas, saison à l'image de la préparation capable de battre Lens, Angers, mais aussi de perdre contre Avranches. C'est vrai qu'on avait commencé sur de l'alternatif, on a continué comme ça. Et puis je vais finir par Julien Le Cacheur qui nous écoute depuis le Canada et qui travaille à la radio là-bas. Il nous a écrit en message privé sur Twitter et donc c'est un petit résumé. Cette saison est un véritable gâchis, une saison interminable, beaucoup d'ennuis, de loin la pire saison du club depuis son retour en Ligue 2, difficile de trouver des motifs de satisfaction, rien dans le jeu, rien dans les têtes, rien sur le terrain à se mettre sous la dent. Il est temps de tourner la page et de laisser cette saison de côté. Il est temps de faire le grand ménage, d'avoir des objectifs réalistes, c'est-à-dire le ventre mou. La peur des jeunes comme Baou Fofana doit aider cette équipe à aller plus haut, mais difficile aujourd'hui d'imaginer la montée pour l'an prochain. Je pense que ça résume parfaitement bien tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Non, mais pour cette saison, elle nous aura au moins montré un truc, c'est que sur Twitter, pendant les matchs, on se marre bien, quoi. Je le dis, le désespoir donne du talent, ne l'oubliez jamais. Voilà. Ne t'en fais pas, François, nous serons toujours là en backup pour t'aider la saison prochaine, il n'y a aucun souci. Tu veux une stat, n'importe quoi, une adresse d'une pizzeria, nous serons là pour t'aider, il n'y a pas de problème. En tout cas, je pense que par contre pour les restaurants, il y a quelqu'un autour de la table qui saura bien te renseigner pendant pas mal de. Mais François, il tourne au Giant de chez Quick. On verra, en espérant. Et à l'Irish Coffee, mais ça reste entre nous. Hein. on a le droit. Là, il est 23h, chers auditeurs, qu'on enregistre. On a bien le droit. Ce sera peut-être l'heure prochainement. Et messieurs, nous avons presque fait le tour. En tout cas, de ça, il y a un dernier sujet que je voulais qu'on aborde avec vous. Ce sont les féminines. On va parler maintenant de la section qui a terminé malheureusement à la dernière classement de D1 Arkema. C'est parti. Parler de championnat difficile pour le HAC, il y en est un pour lequel ça a été encore plus difficile, c'est les féminines. L'apprentissage a été extrêmement rude en D1 Arkema, dernière au classement, une victoire sur l'ensemble de la saison. Je vais commencer avec toi, Benoît, rapidement.
Rapide. C'était juste une question de niveau. Ouais, moi, je veux bien faire rapide aussi. Il me reste 3% là. Mais je peux être encore plus rapide que Benoît. Vas-y, commence. Non, bah, on n'a pas le niveau. C'est bon, on arrête. Il y a suffisamment de sport féminin au Havre pour nous faire, comment dire, pour nous enthousiasmer entre les filles d'Applemont en basket, entre les filles du handball, entre les filles d'Octeville. Voilà, je veux pas faire être misogyne, mais ça intéresse qui, l'équipe féminine? Sur une grosse affiche, on va faire 500 spectateurs. Sur un hack ici les Moulineaux, on va faire 50 spectateurs. Bon, moi très honnêtement, mais voilà, je veux pas être misogyne, j'insiste bien là-dessus, mais je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. C'est un avis tranché. Benoît, à toi de prendre la relève. Bah, j'ai pas vu beaucoup de matchs, mais j'en ai vu quelques-uns quand même, que ce soit au stade ou sur Foot Plus. J'avoue que j'ai eu du mal quand même à me régaler. Maintenant, je pense que là aussi, comme chez les garçons, le recrutement n'a pas dû être bien pensé. Parce qu'en termes de budget, je suis pas persuadé que le HAC soit à la ramasse. À l'échelle de la D1. Je pense qu'il y a des équipes qui ont un peu moins d'argent que le HAC. Mais là aussi, le recrutement. Alors, je connais pas bien le marché du foot féminin, mais je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 Islandaises. Il y a une Chilienne, il doit y avoir une Écossaise. Enfin, ça part dans tous les sens. Peut-être que sur le marché français, il y avait peut-être moyen d'aller chercher des joueuses qui avaient déjà l'expérience de la D1 et qui auraient sans doute pu apporter un petit peu plus. Et puis voilà, le départ de Thierry Huvenard en cours de saison, c'est quand même un très mauvais signal parce que c'est quand même lui qui avait monté cette équipe de la R1 à la D2, de la D2 à la D1. C'était un peu son bébé. Le souci, c'est qu'arrivé en D1, tout le monde s'est intéressé finalement au club, à cette équipe féminine, alors qu'auparavant, cette équipe emmerdait un petit peu tout le monde. Voilà, je pense que ça l'a chagriné aussi un petit peu. Cet hiver, ils ont tenté aussi un ou deux coups en termes de recrutement, mais sans succès. Ils ont eu quand même à leur décharge. Ils ont la malchance d'avoir perdu ce qu'aurait dû être leur meilleure joueuse, Boussaha, je crois. Linda Boussaha, qui arrivait du PSG et qui, je pense, avait un niveau quand même par rapport au collectif, avait un niveau largement au-dessus. Doublé voilà, aussi avec Jesse McDonough, qui s'est gravement blessé dès le début de la saison. Ouais, tout à fait. Donc là aussi, elles ont joué un peu de malchance. Maintenant, effectivement, cette saison, je crois qu'elles ont gagné leur premier match, elles ont dû faire un ou deux nuls derrière, et puis depuis, ils ramassent les bouées. Effectivement, en termes de retour sur investissement, c'est le néant. En termes d'intérêt, très honnêtement, je pense que les gens ont rapidement décroché, quoi. Et en termes d'intégration, il me reste 2%, les amis, mais en termes d'intégration, moi, je serais beaucoup plus attaché à cette équipe s'il y avait dans l'équipe 5-6 Normands. Attention, hein, qu'on me porte pas des propos. Mais une identification régionale un peu plus passée. Mais bien sûr, et je suis bien conscient que ça ne se construit pas du jour au lendemain. Cette équipe, elle a grandi à la vitesse grand V, elle a franchi, elle est montée de 2 divisions en 2 ans. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, mais faire venir des Islandaises, des Norvégiennes, des Canadiennes, des Chiliennes, des Américaines, très bien, monsieur, pourquoi pas, mais j'ai pas d'attache particulière par rapport à cette équipe féminine. Et si demain l'équipe féminine du HAC venait à redescendre, parce que sportivement déjà sa montée, elle était très capillotractée, son éventuel maintien, on ne sait pas ce que ça va donner, mais non, cette équipe elle ne dégage pas l'essence même de ce qu'on souhaite, de ce que je veux vous dire par rapport à l'équipe Fagnon du HAC.
où j'aimerais beaucoup voir des jeunes du centre de formation, etc. C'est pour Là, faire c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Alors, des charges, c'est le début aussi, avant de sortir des Oui, je sais bien. joueuses du centre de Mais je sais bien. formation capables Mais de ça jouer en D1. intéresse qui? Il Ça va falloir un intéresse petit peu qui? de temps. Mais je sais bien. Mais j'en suis parfaitement conscient de ça. J'en suis parfaitement conscient. Mais qui ça accroche? Quand je vois les filles d'Applemont en basket, c'est tout un quartier qui vibre. Quand je vois les filles du hack handball, c'est tout un quartier qu'au Cryovide qui vibre. Quand je vois l'équipe du hack foot, moi, ça ne me dégage rien. Voilà, c'est juste ça. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer merci nos à vous. prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un pouce bleu, un commentaire, mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr. Pour cette dernière de la saison, nous remercions tous ceux qui ont permis cette belle aventure. Nos auditeurs invités, Guillaume, Tyrannor, Renaud, Flo Ciel et Marine, Thibaut, fanatique du 76-13, Flo et Manu de Hackaway, Thomas Basile, notre super sub, les copains des clubs adverses, Quentin d'ActuAgia et ce gros chatard de Maxime de Malherbe Inside, on t'aime Maxime, nos interviewés de prestige, Bertrand Quenotte, Pierre Pisali-Hiverneau, Jamel Aïk Benidir, ainsi que nos deux invités du soir, François Manoury et Benoît Dockel, ainsi que ceux qui nous ont demandé notre modeste avis cette saison, Chris Frébou de Paris-Normandie, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, Mathieu Billot du Foot Normand et l'ami Sylvain Letouzé pour Feu le Club Hack sur Tendance Ouest, sans oublier, et on les en remercie beaucoup de leur confiance, la rédaction de France Bleu Normandie avec Cédric Langrotte, Charlotte Coutard, Greg Godefroy, Théophile Pedrola et le petit dernier de la bande, Bradley de Souza. Enfin, merci à vous, chers auditeurs. Vous avez été une source d'inspiration et d'encouragement permanent et nous avons pris beaucoup de plaisir à partager vos réactions dans Activez-vous cette année. Et nous ne pouvons vous promettre qu'une seule chose, essayez de faire encore mieux l'an prochain. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Rendez-vous en juillet pour la saison 2 des Activistes et en attendant, Allez le hack et allez le hack. Merci.